Bienvenue à Conte policier. Ce soir, un esprit brillant dévoile des secrets dans l'héritage du coffre fermé. Un coffre oublié depuis longtemps renferme un mystère effrayant, son cadenas cachant les murmures du passé. Une vérité cachée pourrait-elle tout changer? D'où nous rejoignez-vous et êtes-vous prêt à suivre les indices? Servez-vous une tasse de thé et laissez le mystère commencer. C'était l'un de ces après-midi où Sainte Mary Mead semblait retenir son souffle entre deux tasses de thé. Le facteur avait déjà parcouru la ruelle dans un bruit de ferraille. Le vélo du vicaire était appuyé contre le mur du presbytère, et une légère chaleur persistait encore sur les chemins de gravier pâle de la High Street. À cette heure-là, la vie semblait parfaitement ordonnée, du moins en apparence. Dans le salon du Bluebell Cottage, Mademoiselle Marple enfilait une aiguille pour son cardigan mauve lorsqu'un bruit étrange vint perturber le rythme régulier de la journée. Un cliquetis métallique sourd, suivi d'une exclamation à demi étouffée. Il provenait sans aucun doute de la maison voisine. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en s'interrompant. « Ce doit être encore le jeune monsieur Ellis. Ou peut-être Madame Ellis qui tente d'ouvrir le portail du jardin. » Mais ce n'était ni l'un ni l'autre. De l'autre côté de la haie privée, dans l'allée arrière de l'ancien presbytère, le garçon du jardinier se tenait maladroitement à côté d'un coffre en bois volumineux, dont les ferrures en laiton étaient ternies et un coin cassé. Des grains de poussière tourbillonnaient dans l'air, comme s'ils hésitaient à se poser sur un objet aussi ancien. Madame Ellis elle-même, vive, aux épaules étroites et dotée de l'énergie nerveuse commune aux femmes qui n'ont jamais été assez pauvres pour se reposer, disait d'un ton sec « Pose-le là, Sam. Non, pas sur les dalles, ça va les abîmer. Là, sous l'if. » Le fil de Mademoiselle Marple glissa. Une malle non ouverte, récemment déterrée dans les caves du vieux presbytère, ne pouvait signifier qu'une chose dans un village comme celui-ci. Un souvenir qui refusait de rester enfoui. À l'heure du thé, la malle était entrée dans la conversation comme un nouveau résident. À l'épicerie, Madame Price Ridley déclara qu'elle devait avoir appartenu au défunt colonel Harbottle, celui qui avait disparu lors de son propre dîner. Vous vous souvenez? Madame Hartnell n'était pas d'accord. Elle tenait de sources sûres, c'est-à-dire de la cousine de la femme de ménage, qu'il contenait des documents de nature très sensible. Même la femme du vicaire, habituellement imperméable aux spéculations, avait fait remarquer au Women's Institute que certains biens ne devaient pas être exhumés simplement pour satisfaire la curiosité. Mademoiselle Marple écoutait avec l'attention modérée de quelqu'un qui compte ses points de couture. Mais ses yeux, lorsqu'elle les levait, reflétaient cette curiosité bleue et immobile qui incitait les gens à réfléchir à deux fois avant de mentir. Elle ne posait aucune question. Les questions effrayaient les commères, tandis que le silence les nourrissait. À la tombée de la nuit, une fine bruine s'était mise à tomber, brouillant les lampadaires le long de la ruelle. De sa fenêtre, Mademoiselle Marple pouvait juste voir Madame Ellis diriger deux ouvriers qui hissaient le coffre dans la cuisine. Il y avait quelque chose d'étrangement solennel dans la façon dont elle se tenait, la main sur le linteau, le regard fixé sur la boîte comme sur un intrus. 1 heure plus tard, la femme de chambre du presbytère se précipita à la poste avec la nouvelle que le médecin avait été appelé. Il semblait que Madame Ellis s'était évanouie en ouvrant le coffre. Mademoiselle Marple posa sa broderie avec un léger soupir. « Hein ?» se dit-elle. « Voilà la première fissure dans le vernis. » La pluie murmurait sur le toit de chaume. Quelque part dans la ruelle, un portail grinça, puis se referma. Le village, en apparence serein, avait légèrement changé d'attitude, comme un dormeur sentant l'aube approcher avec des nouvelles désagréables. La pluie n'avait pas duré. Au matin, le village s'éveilla dans une lumière lavée, douce et incertaine, comme un souvenir refusant de se fixer sur les faits. Le vieux presbytère, à moitié caché par ses lauriers non taillés, semblait avoir retenu son souffle toute la nuit.
Le coffre était toujours dans la cuisine, sa serrure en laiton cassé, ses bords tachés d'une substance plus sombre que la poussière. Madame Ellis s'était suffisamment remise pour envoyer son mari au presbytère, où il donna une version confuse et défensive des faits. Il dit que sa femme avait simplement été surprise par ce qu'elle avait trouvé, un paquet de vieilles lettres, rien de plus, et qu'elle s'était surmenée. Mais son visage, un peu trop pâle pour être rassurant, trahissait son inquiétude. Lorsque mademoiselle Marple se rendit à la poste, tout le monde à St. Mary Mead avait sa propre version des faits. Madame Price Ridley, dont l'imagination rivalisait avec les mots croisés du Times, affirmait que le coffre contenait les os du chien disparu du colonel. Mademoiselle Hartnell penchait plutôt pour l'idée d'une histoire d'amour qui avait mal tourné. Et M. Pritchard, le marguillier, déclara avec une satisfaction grave qu'il s'attendait depuis longtemps à quelque chose de désagréable de la part de la famille Ellis. Trop de raffinement, trop de convenance. Mademoiselle Marple ne s'attarda pas pour donner son avis. Elle se contenta d'acheter une demi-once de laine, demanda des nouvelles du rhume du vicaire et s'informa si le médecin avait été vu. Il l'avait été. On lui avait dit que le docteur Haydock s'était rendu lui-même au vieux presbytère. À ces mots, mademoiselle Marple haussa légèrement les sourcils, comme des rideaux agités par un courant d'air invisible. « Comme c'est consciencieux de sa part », murmura-t-elle. « Je suppose qu'il prescrit rarement, des mâles. » Cette remarque lui valut un regard scandalisé de la part de madame Price Ridley, ce qui sembla l'amuser. Elle quitta la boutique et fit un détour par le cimetière, marchant sans hâte, son esprit arrangeant tranquillement les fragments. Un évanouissement, une malle non ouverte et un mari qui semblait craindre quelque chose de plus que l'embarras. À la porte du presbytère, elle s'arrêta. Le chemin de gravier portait des traces fraîches, les petites empreintes hésitantes d'un homme marchant dans la terre ramollie par la pluie. De l'intérieur venait un faible murmure de voix. La porte était entr'ouverte et à travers l'interstice, elle aperçut l'épaule en tweed du docteur Haydock et madame Ellis, assise très droite, les mains serrées sur ses genoux. « Je vous assure, docteur, je ne savais pas que c'était là, » disait madame Ellis. Sa voix, faible à force d'effort, portait jusque dans le hall. « Nous vivons ici depuis près de 8 ans et nous n'avons jamais regardé dans cette cave. Mon mari disait qu'elle était humide et impropre au stockage. » Le ton du docteur Haydock était calme mais inquisiteur. Pourtant, quelqu'un a pris la peine d'huiler les gonds. Ce n'est pas le travail de plusieurs décennies. Mademoiselle Marple se retira délicatement. Écouter aux portes, se dit-elle, ne devrait jamais être fait jusqu'au bout. L'imagination était toujours plus utile lorsqu'elle n'était pas encombrée par la certitude. Dans l'après-midi, la rumeur s'était amplifiée. Ce que madame Ellis avait vu, disait-on, n'était pas du tout un paquet de lettres, mais un jouet d'enfant, une poupée en bois, sans tête et peinte, enveloppée dans de la mousseline décolorée. L'histoire fut répétée si souvent que même ceux qui en doutaient commencèrent à se la représenter clairement. L'esprit humain, réfléchit mademoiselle Marple en se servant une tasse de thé, avait une curieuse propension à inventer lorsque la vérité refusait de se révéler. Monsieur Clément, le vicaire, passa dans la soirée. Sa femme, toujours pleine d'excuses, dit qu'il était profondément troublé par ces rumeurs. Ils trouvèrent mademoiselle Marple dans son jardin, en train d'épingler un châle de lierre à son mur de palissade. « Vous avez sûrement entendu, » dit le vicaire en baissant la voix. « Il raconte toutes sortes de bêtises à propos de la malle. Madame Ellis insiste sur le fait qu'il était vide, à l'exception de quelques livres rongés par les mites et de ce jouet. Mais le docteur Haydock a laissé entendre le contraire. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Les médecins font souvent des allusions, cher monsieur Clément. Cela les fait paraître plus sages que leurs patients. Et peut-être le sont-ils. » Il fronça les sourcils, ne sachant pas s'il devait être d'accord. « C'est une affaire très délicate,
Ellis m'a demandé de parler aux villageois. Il craint que les ragots ne poussent sa femme à faire une rechute. Les ragots, dit doucement mademoiselle Marple, sont comme le lierre. Si l'on essaie de les couper, ils ne font que repousser plus vigoureusement là où la racine a été laissée. Mieux vaut les laisser grimper un peu, jusqu'à ce que leur poids révèle ce qu'ils cachent. Le vicaire avait l'air perplexe, comme c'était souvent le cas des hommes lorsqu'ils entendaient les analogies de mademoiselle Marple avec le jardinage. Il prit congé peu après, marmonnant quelque chose à propos de la charité chrétienne. Lorsque la nuit tomba, elle apporta avec elle une sorte de silence propice à l'écoute. Mademoiselle Marple était assise près du feu, ayant oublié son tricot, les flammes se reflétant dans ses lunettes. Dehors, quelque part près du chemin, elle entendit des pas légers, hésitants, qui s'arrêtèrent là où commençait la haie, puis le bruit de quelque chose glissant contre le bois. Elle se leva, alla à la fenêtre et regarda à travers la dentelle. La porte du vieux presbytère était à nouveau entr'ouverte, se balançant légèrement dans le vent. « Ah !» murmura-t-elle. « Ça a donc commencé. » Elle ne précisa pas de quoi il s'agissait. Dans les villages comme St. Mary Mead, les débuts étaient toujours déguisés en répétition. Une autre porte laissée ouverte, un autre secret prétendant être oublié. La lumière de la lampe à l'intérieur du cottage Bluebell vacilla lorsque mademoiselle Marple tira les rideaux, ses doigts s'attardant un instant de plus que nécessaire. La nuit s'approchait, intime et attentive. Quelque part dans la ruelle, une charnière émit un léger grincement, suivi d'un silence trop délibéré pour être simplement dû au vent. Elle le remarqua comme elle remarquait tout, sans s'alarmer, seulement avec cette légère tension de la perception qui survient lorsque le cours d'une soirée a changé. Le lendemain matin, l'équilibre de St. Mary Mead se manifestait à nouveau. Les bouteilles de lait étaient soigneusement alignées sur le pas des portes, le livreur de journaux sifflait un air légèrement faux et la charrette du boulanger grinçait fidèlement sur les pavés. Pourtant, sous ce rythme familier, régnait un léger malaise, comme si tout le village était conscient de sa propre performance. À l'ancien presbytère, un agent de police était arrivé. Il était jeune, d'une politesse excessive, et plus intéressé par le séchage de ses bottes que par les nerfs de madame Ellis. Néanmoins, sa présence conférait à la situation un caractère officiel. Madame Ellis le reçut dans le salon, son mari se tenant à proximité avec la raideur vigilante d'un homme gardant le secret d'une histoire qui ne lui appartenait plus. « C'était un malentendu », dit madame Ellis à l'agent. Son ton oscillait entre le calme et la défiance. Le coffre était un héritage laissé par l'ancien propriétaire. Mon évanouissement n'était dû qu'à une crise de nerfs. Le policier acquiesça, mais son regard fut attiré par le coin de la pièce où un morceau de moquette avait été remplacé à la hâte. Mademoiselle Marple, qui était venue officiellement rendre un livre de jardinage emprunté, remarqua son regard et le suivit délicatement. « C'est remarquable, » dit-elle doucement, « le temps qu'il faut à ces vieilles maisons pour livrer leurs secrets. Je me souviens quand le vicaire a trouvé un livre de prières géorgien dans le mur de la sacristie. Les pages étaient intactes, mais la reliure n'était maintenue que par la poussière et l'espoir. Madame Ellis esquissa un sourire. Oui, on ne sait jamais ce qui peut se cacher sous nos pieds. Cette remarque, bien que désinvolte, résonna faiblement dans l'air. Monsieur Ellis se leva pour verser du sherry, et le bruit des verres qui s'entrechoquaient sembla trop fort. En prenant congé, mademoiselle Marple remarqua deux choses. Premièrement, que la main gauche de madame Ellis tremblait lorsqu'elle posait sa tasse, et deuxièmement, qu'une légère odeur, qui n'était ni de la poussière ni de la moisissure, persistait près de la cheminée. Une odeur âcre, médicinale, qui n'avait pas sa place ici. Dehors, le policier parlait au garçon du jardinier, Sam. Les bottes du garçon étaient couvertes de la boue de la nuit dernière. Il répondait lentement, comme s'il pesait chaque mot.
Non, monsieur, je n'ai pas vu ce qu'il y avait dedans. J'ai seulement aidé à le soulever. Lourd, mais trop lourd pour contenir des livres. Miss Marple rentra chez elle en empruntant le chemin de l'église, ses pensées suivant le rythme de ses pas. Les apparences, réfléchit-elle, étaient comme de l'argent poli. Elles promettaient un reflet, mais cachaient un ternissement en dessous. Sainte Mary Mead s'était polie quotidiennement pendant des décennies, mais chaque foyer, à sa manière, avait quelque chose qu'il prétendait ignorer. À midi, les ragots avaient atteint leur deuxième maturité. Madame Price Ridley déclara qu'il devait s'agir d'un chantage, le coffre étant rempli de lettres révélant une indiscrétion passée. Monsieur Pritchard insista sur une interprétation plus morale des preuves d'irrégularité financière. Et au comptoir du salon de thé, mademoiselle Hartnell murmura qu'elle avait vu le médecin porter un petit paquet enveloppé dans du papier brun lorsqu'il avait quitté la maison des Ellis ce matin-là. Miss Marple écoutait, non pas pour le contenu, mais pour le rythme. Les mensonges, elle le savait, avaient leur propre musique, trop rapide, trop polie. La vérité, en revanche, trébuchait. Et c'est dans cette irrégularité que résidait le sens. Cet après-midi-là, le vicaire rappela, cette fois-ci plus agité. « Ma chère mademoiselle Marple », dit-il en s'installant dans son fauteuil, comme s'il était poursuivi par sa propre conscience. « Je crains qu'il ne se passe quelque chose de terrible. Haydock a parlé au policier. Il pense qu'il y a, enfin, des restes humains. » Les yeux de mademoiselle Marple, sereins comme de l'eau, se levèrent de son tricot. « Croire est un mot curieux, monsieur Clement. Il suggère l'absence de preuves. Oui, bien sûr, mais il en est suffisamment certain pour avoir téléphoné au coroner. Il y aura une inspection demain. La pauvre madame Ellis est hors d'elle. Elle jure qu'elle n'a jamais rien remarqué d'anormal. » « Ah !» dit mademoiselle Marple doucement, mais les gens le font si rarement du moins, pas à voix haute. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ruelle où un rouge-gorge voltait entre les flaques d'eau. Sa poitrine rouge brilla brièvement dans le soleil pâle, puis disparut dans l'ombre des haies. « Vous voyez, continua-t-elle, la vérité vit souvent dans la même maison que la décence. Seulement, elles occupent des pièces séparées et dînent rarement ensemble. » Le vicaire cligna des yeux, ne sachant pas si c'était une consolation ou une réflexion philosophique. « Alors vous pensez qu'elle est innocente ?» Mademoiselle Marple sourit, sans nier ni approuver. « Je pense qu'elle a peur. Et la peur, monsieur Clement, est un mauvais guide, mais un excellent miroir. » Alors que le crépuscule tombait à nouveau, les bavardages du village s'atténuèrent pour devenir des murmures. Le policier se fraya un chemin le long de la ruelle, sa lanterne se balançant comme une petite conscience dans l'obscurité. Un volet se ferma quelque part, puis un autre. Dans son salon, mademoiselle Marple marqua sa page dans un livre et éteignit la lampe. Le silence semblait plus lourd que d'habitude, rempli non pas de paix, mais d'anticipation, comme si le village lui-même attendait de voir quelle vérité le matin apporterait. Au loin, une horloge sonna 8 heures. Du côté du vieux presbytère, on entendit à nouveau le faible grincement des gonds de ce même portail, patient et rythmé, se balançant dans la brise invisible. La brise s'était renforcée au moment où l'écho de l'horloge de l'église s'estompa, agitant les haies de petits mouvements agités. Mademoiselle Marple resta un instant de plus à sa fenêtre, regardant la lumière de la lanterne s'éloigner vers la maison du constable. L'air était chargé d'une légère fraîcheur métallique, du genre qui suit un trouble. Elle resserra son châle et se détourna, le front légèrement plissé. Le sommeil fut léger cette nuit-là, et l'aube tardait à venir. Lorsqu'enfin la première cloche de l'église sonna à Sainte Mary Mead, elle fut accueillie par un silence plus curieux que calme. À 8 heures, la nouvelle s'était répandue que le coroner était arrivé,
accompagné de l'inspecteur Graves de Melchester. Le portail du vieux presbytère, autrefois discrètement entr'ouvert, était maintenant grand ouvert, comme si la bienséance elle-même avait cédé à l'autorité. Mademoiselle Marple, sous le prétexte tout à fait innocent de livrer un panier de scones à Madame Clement, emprunta le chemin qui serpentait discrètement derrière le jardin des Hélices. De cet angle, elle pouvait voir l'inspecteur debout dans l'embrasure de la porte, une silhouette grande et mince, avec des manières trop pragmatiques pour la patience du village. Le docteur Haydock, lui, parlait, gesticulant en direction de la cuisine. Elle remarqua que le coffre avait été déplacé sur une table à tréteaux près de la fenêtre, le couvercle béant comme une bouche en plein milieu d'une phrase. Madame Hélice n'était nulle part en vue, mais son mari apparut peu après, le col de son manteau relevé, le visage pâle, les lèvres serrées, avec ce genre de politesse qui cache l'épuisement. Il s'arrêta pour allumer une cigarette et laissa tomber l'allumette avant qu'elle ne s'enflamme. Ce petit échec trahissait quelque chose de plus grave. Miss Marple continua son chemin vers le presbytère. À l'intérieur, Madame Clement préparait le thé avec la tendresse vive d'une femme qui comprenait le pouvoir thérapeutique de la routine. « C'est horrible, Jane, » dit-elle dès que Miss Marple entra. « On dit qu'on a trouvé des os, les os de cette pauvre enfant. Le vicaire est très bouleversé. Il est parti pour offrir ses prières. » « Mon Dieu !» murmura Mademoiselle Marple en posant son panier. « C'est toujours si difficile pour les ecclésiastiques lorsque la Providence insiste pour que les événements se produisent avant le petit déjeuner. » Madame Clement eut le souffle coupé, mi-choquée, mi-admirative. « Jane, vous pouvez encore plaisanter dans un moment pareil. Ce ne sont pas des plaisanteries, ma chère. Simplement des observations. Des gens meurent tous les jours à Londres et personne ne s'évanouit. À St. Mary Mead, un os dans une malle devient un jugement moral. » La bouilloire siffla avant que Madame Clement n'ait pu répondre. Le temps qu'elle verse le thé, le regard de Mademoiselle Marple s'était posé sur la fenêtre. De l'autre côté de la ruelle, Madame Price Ridley était déjà postée comme une sentinelle derrière ses rideaux, jumelles à la main, telle une parodie domestique de Scotland Yard. Les apparences, pensa Mademoiselle Marple, constituaient d'excellents déguisements pour la peur. En milieu de matinée, l'inspecteur Graves se rendit au presbytère. Il frappa à la porte d'un geste vif, officiel, mais sans méchanceté. « Désolé de vous déranger, madame, » dit-il lorsque Mademoiselle Marple lui ouvrit. « Je crois comprendre que vous habitez à côté des Hélices. »« En effet, » répondit-elle, avec une politesse si légère qu'elle masquait presque l'étincelle dans ses yeux. Bien que le terme « à côté » soit une notion assez vague dans les villages. Les ragots vont plus vite que le son. Il s'autorisa un léger sourire. « Alors vous comprendrez que je doive vous poser quelques questions. À quand remonte la dernière fois où vous avez vu ou entendu quelque chose d'inhabituel chez eux ?» Les doigts de Mademoiselle Marple reposaient légèrement sur le bord du plateau à thé. « Inhabituel est une autre notion flexible, inspecteur. Mais hier soir, il y a eu du mouvement près du portail après la tombée de la nuit, alors que peu de gens à St. Mary Mead choisissent de se promener pour le plaisir. Quelqu'un s'attardait. Je ne saurais dire qui. » Graves acquiesça. « Nous avons des raisons de croire que le coffre a été déplacé pendant la nuit. Monsieur Hélice nie l'avoir touché. Le garçon jure qu'il n'est pas revenu. Il ne reste donc que la femme ou un visiteur que nous n'avons pas encore identifié. Les visiteurs arrivent souvent sans y être invités, » dit Mademoiselle Marple d'un ton doux. « Surtout lorsque les secrets commencent à se dévoiler. » Il la regarda avec curiosité. « Vous pensez donc qu'il s'agit d'un meurtre ? » « Je pense, » répondit-elle, « que dans les villages, ce qui est enterré est rarement mort. » Il la remercia et prit congé avec un air de respect réticent. À travers les rideaux de dentelle, elle le regarda traverser la pelouse, les bottes couvertes de boue, la posture rigoureuse mais troublée.
À midi, le chariot du coroner était parti avec son sinistre chargement. Madame Ellis restait chez elle, refusant de recevoir des visiteurs. Son mari fut vu à la poste en train d'envoyer un télégramme, un acte qui, à St. Mary Mead, équivalait à une confession. Chez le boucher, Mademoiselle Hartnell déclara que le télégramme était destiné à la compagnie d'assurance, tandis que Madame Price Ridley était certaine qu'il était destiné à un avocat, peut-être même un avocat pénaliste. Les théories se multipliaient plus vite que les preuves. La respectabilité, réfléchit Mademoiselle Marple, était un vêtement fragile qui, une fois déchiré, révélait à tous les coutures qu'ils avaient prétendu ignorer. De retour chez elle, elle trouva une note glissée dans sa boîte aux lettres, une simple feuille pliée, sans signature. L'écriture était petite et soignée. « S'il vous plaît, ne les laissez pas penser que c'était moi. » Pas de nom, pas d'adresse, seulement une légère trace de parfum de lavande, du genre bon marché vendu à la pharmacie du village. Mademoiselle Marple resta immobile, le papier tremblant légèrement dans sa main. Elle le posa sur la cheminée à côté de son horloge, où la lumière de l'après-midi le rendait presque transparent. Puis, avec son calme habituel, elle mit de l'eau à bouillir pour le thé. Mais ses yeux, calmes et pâles, ne quittaient pas la note. La bouilloire n'avait pas encore commencé à siffler lorsque des bruits de pas se rapprochèrent, le long du chemin, rapidement, de manière incertaine, s'arrêtant une fois comme si la personne qui venait avait reconsidéré sa visite. Mademoiselle Marple, toujours debout près de la cheminée, ne bougea pas. On frappa doucement, presque comme pour s'excuser. « Entrez », dit-elle, d'un ton ni surpris ni accueillant. La porte s'ouvrit prudemment d'1 centimètre, puis plus largement. Madame Ellis se tenait là, le visage pâle sous son fard, les yeux brillants d'une anxiété qui avait épuisé ses déguisements. « Mademoiselle Marple, je suis désolé de vous déranger. Je ne savais pas où aller. »« Ma chère, » dit doucement Mademoiselle Marple, « le thé est presque prêt. Asseyez-vous avant que la bouilloire ne nous réprimande, toutes les deux. » Madame Ellis hésita, puis obéit. Elle serra fermement ses mains gantées, comme si la retenue pouvait remplacer le calme. Lorsque Mademoiselle Marple versa le thé, elle sursauta au sifflement de l'eau. « Ils l'ont emporté, » dit-elle après un moment. « La malle. Et ils reviendront. L'inspecteur Graves a l'intention de revenir demain avec d'autres questions. Il pense que je sais quelque chose. »« Et c'est le cas ?» demanda Mademoiselle Marple, presque gentiment. Madame Ellis retint son souffle. « Non, du moins, pas ce qu'il veut dire. Tout cela est tellement horrible. Je ne supporte pas d'y penser, mais ils vont tout déformer, n'est-ce pas? Les gens font toujours ça. » Mademoiselle Marple acquiesça en remuant son thé. « D'après mon expérience, la vérité est comme une aiguille à repriser. Elle trouve son chemin à travers le tissu le plus épais, mais pas toujours là où on s'y attend. » La jeune femme eut un petit rire amer. « La vérité? Il n'y en a pas dans les villages, seulement des versions que les gens préfèrent croire. » Elle baissa les yeux vers ses gants, lissant un pli invisible. « Savez-vous ce qu'ils disent? Que les restes étaient ceux d'une femme, qu'elle a été enterrée vivante. Les gens aiment broder, » dit doucement Mademoiselle Marple, « surtout quand le tissu est le chagrin. » Madame Ellis serra les lèvres et l'espace d'un instant, son sang-froid vacilla. « Ce n'est pas moi qui ai envoyé cette note, » dit-elle soudainement, « si c'est ce que vous pensez. Mais je sais que quelqu'un l'a fait, quelqu'un qui essaie de me faire peur. » Les yeux de Mademoiselle Marple s'attardèrent rarement sur le visage de son invité, le fond de teint masquant son manque de sommeil, le contour rougi de ses yeux, le léger tremblement de sa tempe. « Et qu'est-ce qui vous rend si certaine, ma chère, que ce mot vous était destiné ?» Madame Ellis cligna des yeux, surprise. « Parce que, eh bien, qui d'autre cela pourrait-il être ?»« En effet, » murmura Mademoiselle Marple. « Qui d'autre, en effet. »
La bouilloire poussa un dernier soupir, et mademoiselle Marple se leva pour s'en occuper. Lorsqu'elle se retourna, madame Ellis était debout, lissant sa jupe avec une précision désespérée. « Je dois y aller, dit-elle. Mon mari va se demander s'il n'aime pas que je sorte. »« Je suis sûre que c'est le cas, » dit mademoiselle Marple, sans méchanceté. Les hommes craignent souvent ce qu'ils ne peuvent pas prévoir. Madame Ellis se figea, puis se tourna rapidement vers la porte. « Bon après-midi, » dit-elle, bien que son ton suggérait tout sauf cela. Une fois qu'elle fut partie, mademoiselle Marple resta debout près de la fenêtre, regardant la silhouette de la jeune femme remonter rapidement l'allée. Elle ne tremblait plus, elle marchait d'un pas assuré, comme quelqu'un qui reprend son rôle avant que le public ne remarque son absence. Dehors, le vent avait encore tourné, apportant une légère odeur de fumée. Quelqu'un, quelque part, brûlait des déchets de jardin, mais à St. Mary Mead, songea mademoiselle Marple, les feux consumaient souvent plus que des mauvaises herbes. Plus tard dans la journée, elle se rendit au village pour rendre un livre emprunté à la bibliothèque. La rue principale bourdonnait de conversations basses et délibérées. Madame Price Ridley se tenait près du marchand de fruits et légumes, expliquant à quiconque voulait bien l'écouter que les Ellis n'avaient jamais vraiment convenu au presbytère, leurs idées étant beaucoup trop modernes. Mademoiselle Hartnell rétorqua en affirmant que Madame Ellis était fragile, la pauvre, et que la fragilité engendrait la dépendance. Chacune parlait comme si elle défendait un petit intérêt personnel dans le scandale. À la poste, mademoiselle Marple acheta une feuille de timbre et écouta mademoiselle Blackett, la postière, qui s'affairait avec le grand livre. « Un autre télégramme est parti ce matin, » dit-elle en baissant la voix. « De monsieur Ellis, encore. Même destination, Melchester, mais aucun nom sur l'enveloppe, juste les initiales ER. » Mademoiselle Marple haussa un sourcil. Quelle efficacité de sa part de maintenir une correspondance alors qu'il est soupçonné. J'imagine que peu d'hommes trouvent le temps pour une telle courtoisie. Mademoiselle Blackett avait l'air perplexe. Oh, il ne semblait pas du tout troublé. Il sifflait, même. Il sifflait. En partant, mademoiselle Marple remarqua que le rythme des commérages avait changé. Les discussions ne portaient plus simplement sur ce qui avait pu se passer, mais sur qui pouvait être tenu pour responsable. Elle savait que c'était toujours la deuxième étape d'une tragédie villageoise, lorsque la conscience se tournait vers l'extérieur pour trouver du réconfort. La lumière de l'après-midi s'estompa pour devenir dorée, le genre de lumière qui flatte même la peinture écaillée. De retour chez elle, elle trouva sa femme de chambre, Cherry, en train de s'affairer devant la cheminée. « Quelqu'un vous a demandé, madame. Il a dit qu'il rappellerait plus tard. Un grand monsieur avec un accent étranger. » Mademoiselle Marple fronça les sourcils de manière presque imperceptible. « A-t-il laissé son nom ? » ?»« Non, madame. Il a seulement demandé si vous aviez reçu ce qu'il avait envoyé. » Elle resta silencieuse pendant un moment, se contentant de tendre la main vers l'horloge de la cheminée pour la remonter, ses mouvements précis. La note parfumée à la lavande était toujours là, pliée, pâle sur le bois sombre. Alors que l'horloge commençait à battre lentement, comme un cœur, mademoiselle Marple pensa au coffre, à son double fond, à sa redécouverte soudaine et à la curieuse façon dont la culpabilité cherchait toujours la lumière, tout en prétendant la craindre. Elle regarda vers la fenêtre, où les ombres du jardin s'étaient allongées en formant des barres. Elle eut alors la vague impression, comme un murmure au fond de son esprit, que le véritable secret du coffre ne résidait peut-être pas dans ce qu'il contenait, mais dans la personne qui voulait qu'il soit ouvert. Les ombres du jardin s'intensifièrent jusqu'à devenir bleues, et mademoiselle Marple resta près de la fenêtre, son esprit évaluant tranquillement la forme du puzzle qui se dessinait autour d'elle. La note, le visiteur, le télégramme faisaient tous partie d'un schéma encore invisible, mais dont les contours se dessinaient faiblement dans ses pensées. Elle regarda le soir s'installer sur St. Mary Mead
comme de la poussière sur de l'argent poli, doux, inévitable et révélateur des endroits où l'on avait omis de nettoyer. À 6h30, le léger crissement du gravier annonça le retour du gentleman étranger. Cherry, s'essuyant les mains sur son tablier, appela depuis le hall. « Il est de retour, madame. Dois-je lui dire que vous n'êtes pas là ?»« Cela dépend, » répondit Miss Marple d'une voix douce mais précise, s'il semble être le genre d'homme qui n'apprécie pas d'être accueilli par une vieille dame en train de tricoter. Le visiteur fut invité à entrer. Il était grand, anguleux et impeccablement vêtu, même si ses poignets étaient effilochés, une contradiction que mademoiselle Marple trouvait à la fois révélatrice et familière. Son accent, légèrement continental, donnait à son anglais un soin délibéré, chaque mot étant pesé avant de sortir de sa bouche. « Mademoiselle Marple, j'espère que vous me pardonnerez. Je m'appelle Edmund Roche. » Il inclina légèrement la tête. « Je crois avoir un lien, d'une certaine manière, avec l'ancien propriétaire du Old Rectory. Les papiers de mon père mentionnaient le colonel Harbottle. » Je comprends qu'il s'interrompit délicatement. Une découverte malheureuse. Mademoiselle Marple fit un geste vers la chaise en face d'elle. En effet, bien qu'à St. Mary Mead, les découvertes malheureuses soient un peu comme les bulbes de printemps, elles ont tendance à apparaître même quand on ne les a pas plantées. Il sourit faiblement, appréciant sa tournure de phrase, mais pas son sens. « Alors vous avez entendu parler de la malle. On entend beaucoup de choses. Peu d'entre elles sont vraies, mais presque toutes sont révélatrices. » Il se pencha en avant, posant ses mains gantées sur ses genoux. Les affaires du colonel étaient complexes. Mon père a fait allusion à des dettes, voire à du chantage. Je suis venu examiner un document qui serait en possession du colonel, un acte ou une lettre qui n'a jamais été retrouvée. Mademoiselle Marple le regarda par-dessus ses lunettes. Une lettre perdue depuis des années. Un coffre récemment ouvert. De telles coïncidences, monsieur Roche, sont très polies. Elles frappent avant d'entrer. Roche hésita, puis eut un petit rire nerveux. Vous pensez peut-être que je suis opportuniste, mais je vous assure que je n'ai rien à gagner. Seulement à clarifier ce qui pourrait autrement devenir embarrassant. Voilà encore ce mot, embarrassant, qui, dans le langage du village, couvrait tous les péchés du vol au meurtre. Mademoiselle Marple acquiesça lentement. J'ose dire que vous n'êtes pas le seul à avoir ce souhait. Un coup à la porte les interrompit, vif et officiel. Cherry réapparut, annonçant l'inspecteur Graves. L'inspecteur entra sans préambule, ses yeux perçants, enregistrant immédiatement le visiteur. « Ah, monsieur Roche, je pensais bien vous trouver ici. Vous me cherchiez ?» La voix de Roche trahissait une surprise sincère, ou du moins apprise dans la bonne société. Grave referma son carnet avec un soin délibéré. « Vous êtes arrivé de Londres hier, monsieur. Nous avons trouvé votre carte à l'auberge. Un timing curieux, vu les circonstances. » L'expression de mademoiselle Marple resta sereine, bien qu'elle sentît la tension monter entre les deux hommes. « Messieurs, vous ne devez pas rester là à vous regarder comme des cerfs, » dit-elle aimablement. « Asseyez-vous. Cherry vous apportera une autre tasse. » Gravey accepta la chaise, mais pas le thé. « Je ne resterai pas longtemps. Je suis venu vous informer, mademoiselle Marple, que l'examen du coroner a confirmé la présence de restes humains féminins, décédés depuis environ 20 ans. Et il y avait du tissu avec eux de la mousseline, bleu délavé, comme celle d'une robe d'enfant. » Roche tressaillit. Grave le remarqua. « Cela vous bouleverse, monsieur Roche ? » ?»« Cela me surprend, c'est tout, » dit rapidement Roche. « Je pensais que le colonel n'avait pas de famille. » Le ton de Graves était neutre. Aucune reconnue, peut-être. Les aiguilles de mademoiselle Marple cliquetaient doucement. Les apparences, inspecteur, ont cette fâcheuse tendance à changer quand on les regarde de trop près. La pièce devint silencieuse. Dehors, un merle chantait son chant du crépuscule.
une mélodie à la fois triste et moqueuse. Grave se leva, laissant sa carte sur la table. « Si vous vous souvenez de quelque chose, mademoiselle Marple, ou si votre visiteur s'en souvient, je serai au Greenman. » Une fois qu'il fut parti, Roche expira bruyamment. « C'est intolérable. Je n'aurais jamais dû venir. »« Au contraire, » dit mademoiselle Marple en posant son tricot. « Je pense que vous êtes venu parce que vous n'aviez pas le choix. La culpabilité est une voyageuse plutôt ponctuelle. » Il la regarda d'un air sévère. « Vous me comprenez mal. »« J'espère bien, » dit-elle en souriant faiblement. « Pour votre bien. » Il s'inclina brièvement et prit congé, ses pas disparaissant dans le silence au-delà de la haie. Après son départ, mademoiselle Marple resta assise longtemps, le seul bruit étant le ronronnement discret de l'horloge. Elle fit tourner la carte de visite de l'inspecteur entre ses doigts, puis la posa à côté du mot parfumé à la lavande. 2 petits rectangles de papier, l'un officiel, l'autre désespéré, côte à côte sur sa cheminée. Le contraste plaisait à son sens de l'ordre. Dehors, les lampadaires s'allumèrent. Une silhouette bougea brièvement au bout de la ruelle, trop loin pour être identifiée, mais étrangement familière dans son hésitation. Le regard de mademoiselle Marple s'attarda sur cet endroit longtemps après que le mouvement eut cessé. Dans le jardin, en contrebas, une rafale de vent agita le lierre contre le mur, murmurant un son semblable à celui d'un tissu frottant contre du bois. Cela n'avait peut-être aucune importance. Mais les yeux calmes et perçants de mademoiselle Marple suivirent le mouvement jusqu'à ce que la dernière feuille s'immobilise. Le lierre se calma contre le mur, son murmure s'éteignit, laissant derrière lui un silence qui semblait s'épaissir plutôt que s'atténuer. Le regard de mademoiselle Marple resta fixé sur l'extrémité sombre de la ruelle, où la dernière ondulation de mouvement avait disparu. Le calme qui suivit était empreint de cette tension particulière qu'elle avait appris à reconnaître au cours d'une vie d'observation silencieuse, celle qui suit une action trop rapidement regrettée. Elle ne se détourna pas avant que l'horloge de la cheminée sonne 10 heures. Puis, avec la précision tranquille de quelqu'un qui referme un chapitre qu'elle seule pouvait lire, elle verrouilla la porte arrière, vérifia les loquets des fenêtres et prit le mot « parfumé » à la lavande posée sur la cheminée. Après l'avoir pliée une fois, elle la glissa dans le tiroir de son bureau sous un petit paquet de vieilles circulaires paroissiales. En apparence, rien dans le petit salon bien rangé ne laissait supposer que l'équilibre du village avait commencé à basculer. Le lendemain matin apporta un calme trompeur. La pluie avait cessé, laissant les toits de St. Mary Mead briller comme des miroirs d'ardoise. Mademoiselle Marple fit sa promenade habituelle jusqu'à l'épicerie, son panier à la main, son cardigan bleu soigneusement boutonné jusqu'au cou. Elle croisa M. Clement qui descendait la colline, sa soutane flottant au vent, l'air à la fois soulagé et inquiet. « Ah, mademoiselle Marple, je venais justement vous voir, dit-il, son souffle formant un léger nuage. L'inspecteur est passé nous voir ce matin. Il est terriblement troublé. Il dit avoir appris quelque chose de curieux. J'ai souvent trouvé que la curiosité était contagieuse, répondit mademoiselle Marple. Dites-moi, qu'a-t-il découvert? Il semble que la mort du colonel, c'est-à-dire les restes trouvés dans le coffre, ne soit pas la seule question qui se pose. Il y avait une police d'assurance, voyez-vous, souscrite par M. Ellis lorsqu'ils ont acheté le presbytère. Une police assez extravagante pour un homme aux moyens modestes. Et maintenant, l'agent de la compagnie affirme que le colonel détenait autrefois la même propriété sous un autre nom, un pseudonyme. Mademoiselle Marple s'arrêta à la porte du cimetière. Un pseudonyme? C'est très impoli de sa part. Les noms sont des choses si fiables que nous nous attendons à ce qu'ils restent là où nous les avons placés. Le vicaire lui adressa un petit sourire impuissant. Tout cela me semble terriblement confus. J'espère seulement que l'inspecteur pourra démêler tout cela avant que toute la paroisse ne commence à inventer d'autres horreurs.
L'espoir, mon cher monsieur Clement, est admirable, mais l'histoire montre que les ragots vont beaucoup plus vite. Quand elle arriva à l'épicerie, c'était déjà le cas. Madame Price Ridley tenait salon près des pommes, affirmant avec insistance que le mystérieux visiteur, M. Roche, était en fait un détective envoyé par le ministère de la Guerre. Mademoiselle Hartnell, refusant d'être en reste, affirmait savoir depuis des années que Madame Ellis n'était pas ce qu'elle semblait être. On ne porte pas de laine à l'intérieur l'après-midi, à moins d'avoir quelque chose à cacher. Mademoiselle Marple sourit aimablement, demanda une demi-livre de sucre et se dirigea vers la porte comme si elle était sourde à leur spectacle. Mais à l'intérieur, ses pensées s'agitaient avec une économie rapide. Edmond Roche, le pseudonyme, la découverte soudaine de la malle, était autant de fils appartenant au même tissu. Il ne restait plus qu'à retourner le motif à l'endroit. À midi, elle s'arrêta devant la poste. Les stores étaient à moitié baissés. Mademoiselle Blackett était à l'intérieur, triant les lettres avec son intensité habituelle. Mademoiselle Marple se pencha doucement. « Je me demande, ma chère, si une lettre m'est parvenue hier, peut-être une lettre égarée. » Mademoiselle Blackett fronça les sourcils. « Non, mademoiselle Marple, rien qui vous soit adressé. Seulement une carte postale plutôt curieuse, sans image, postée à Melchester. Elle a été envoyée au vieux presbytère. Pas de nom d'expéditeur. Le système postal est tellement efficace. » dit mademoiselle Marple. « Il parvient toujours à livrer notre passé exactement là où il peut causer le plus de problèmes. » En fin d'après-midi, le rythme tranquille du village changea à nouveau. L'inspecteur Graves réapparut au Bluebell Cottage. Il se tenait dans l'embrasure de la porte comme un homme oscillant entre politesse et intrusion. « Pardonnez-moi, mademoiselle Marple. J'ai pensé qu'il valait mieux vous informer que M. Ellis a quitté le village. » « Quitté ?» répéta-t-elle doucement. « Cela semble définitif pour un homme faisant l'objet d'une enquête. Il a pris le premier train pour Londres, laissant sa femme derrière lui. Il a prétendu que c'était pour affaire, mais elle semblait soulagée. » « Le soulagement peut être très incriminant, » murmura mademoiselle Marple. « Il accompagne si souvent la culpabilité ou la liberté. » L'inspecteur acquiesça d'un air sombre. « Nous avons également eu des nouvelles de M. Roche. Son nom n'apparaît dans aucun registre officiel sous cette orthographe, ni à Melchester, ni à Londres. »« Comme c'est troublant, » dit mademoiselle Marple. « C'est un peu comme rencontrer un homme sans reflet. » Ce soir-là, elle dîna modestement et lut à la lumière de la lampe, mais son attention était distraite. À 2 reprises, elle crut entendre des pas derrière la haie, mais ils s'estompèrent avant qu'elle n'ait pu se lever. Lorsqu'elle finit par écarter le rideau, elle ne vit que la lueur sombre de l'allée, encore humide de la pluie matinale. Sur son bureau, la tasse de thé vide laissait une légère trace pâle sur le vernis. Elle la regarda un instant avant de la mettre de côté. Les cercles, pensa-t-elle, donnent toujours l'illusion d'être complets, alors qu'ils ne sont faits que de retour. De quelque part, au-delà du jardin, venait un bruit doux, traînant, indubitablement humain. Elle ouvrit la fenêtre d'1 centimètre. Une silhouette se déplaçait parmi le lierre, petite et instable, le contour d'une forme penchée près du mur. Miss Marple tendit la main vers la bougie dont la lumière tremblait contre le verre. Elle vit, pendant un bref instant, le reflet d'un tissu de mousseline bleue ou quelque chose qui y ressemblait avant que la silhouette ne disparaisse dans l'ombre. L'horloge sur la cheminée tic-tac, calme et indifférente. Le regard de mademoiselle Marple resta fixé sur l'obscurité extérieure, son expression indéchiffrable, ni alarmée, ni effrayée, seulement tranquillement certaine que le village ne lui avait pas encore tout dit. La flamme de la bougie tremblait dans le courant d'air, sa lueur s'étirant et se rétrécissant sur la vitre, tandis que mademoiselle Marple restait parfaitement immobile, la main posée fermement sur le rebord. L'obscurité à l'extérieur semblait respirer, épaisse du silence qui suit une intrusion.
Elle attendit que la dernière trace de mouvement se fonde dans les ombres de la ruelle, puis ferma doucement la fenêtre, comme pour sceller la pensée plutôt que l'air. Le sommeil, lorsqu'il vint, fut bref et fragile. À l'aube, elle se leva avant que la cloche de l'église ne sonne, les yeux clairs et l'esprit alerte, une habitude qui lui était souvent plus profitable que le petit déjeuner. Elle s'habilla sans se presser, tira les rideaux et observa son jardin. Rien ne semblait avoir été dérangé. Pourtant, sous le mur du fond, là où le lierre était le plus dense, la terre était légèrement éraflée, pas creusée à proprement parler, mais pressée, comme si quelqu'un s'était accroupi là pour garder l'équilibre ou se cacher. À 8 heures, la matinée avait repris son cours habituel. La charrette du boulanger passait en grondant, la chaîne du vélo du vicaire cliquetait faiblement. Un pot de lait se brisait quelque part avec l'inévitabilité satisfaisante de la vie quotidienne. Mademoiselle Marple prit son thé dans la cuisine, se demandant si la curiosité ne serait pas mieux nourrie par la patience. Elle en conclut, comme d'habitude, que c'était probablement le cas. Sa réflexion fut interrompue par un coup léger et rapide, qui suggérait à la fois l'impatience et la culpabilité. C'était Sam, le garçon du jardinier, qui tenait sa casquette à 2 mains. Son visage était plus pâle que la lumière du matin. « Pardon, mademoiselle, » balbutia-t-il, « mais je ne savais pas où aller. On dit que M. Ellis est parti, et maintenant, Madame Ellis ne veut plus sortir de sa chambre. Le docteur Haydock est là, et l'inspecteur aussi. Ils n'arrêtent pas de me demander ce que j'ai vu à propos de la malle. Je veux dire, mais je ne sais pas ce qu'ils attendent de moi. » Mademoiselle Marple lui fit signe de s'asseoir. Les gens posent souvent des questions, alors qu'ils veulent en réalité être rassurés, dit-elle. Dites-moi plutôt ce dont vous vous souvenez, pas ce qu'ils vous ont suggéré de dire. Le garçon tordit sa casquette. Elle était lourde, mademoiselle. Quand nous l'avons remontée de la cave, j'ai pensé que quelque chose avait peut-être roulé à l'intérieur, comme une pierre ou une bouteille. Mais quand nous l'avons posée, elle a fait un bruit sourd, pas creux, comme si quelque chose était bien serré à l'intérieur. C'est tout, je le jure. Monsieur Ellis a-t-il dit quelque chose à ce moment-là? Il a dit de ne pas fouiner. Il a dit que c'était des bêtises. Mais Madame Ellis avait l'air effrayée, je suppose. Elle ne voulait pas qu'on l'ouvre. J'ai pensé que ça appartenait peut-être à quelqu'un avant et qu'elle savait déjà ce qu'il y avait dedans. Mademoiselle Marple versa un peu de lait dans son thé et le lui tendit. La peur, mon cher, ne signifie pas toujours la culpabilité. Parfois, cela signifie simplement la reconnaissance. Un bruit de pas sur le chemin à l'extérieur les fit se retourner tous les deux. La voix de Cherry retentit depuis l'entrée. « L'inspecteur Graves vous demande, madame. » Le garçon bondit, renversant presque sa tasse, et se précipita vers la porte arrière. L'inspecteur entra, chapeau à la main, le visage plus tendu que d'habitude. « J'espère que vous me pardonnerez cette intrusion, mademoiselle Marple. Il y a eu un autre incident, un incendie à l'ancien presbytère. Rien de grave, Dieu merci, mais quelqu'un a essayé de brûler une pile de vieilles lettres dans le poêle de la cuisine. Nous en avons retrouvé la moitié. » Il lui tendit un bout de papier brûlé, dont les bords étaient recourbés vers l'intérieur. L'écriture était à peine lisible, mais suffisamment pour qu'on puisse déchiffrer « ne doit plus jamais être évoqué ». Si cela venait à être révélé, nous serions tous deux ruinés. La lettre était signée d'une simple initiale, « E ». « Comme c'est dramatique, » dit mademoiselle Marple, sans toutefois paraître surprise. « Et comme c'est pratique pour toutes les personnes impliquées. » Grave l'observa attentivement. « Vous pensez que Madame Ellis a tenté de détruire des preuves? Je pense qu'il est peu probable qu'elle soit la seule à avoir pu le faire. Mais les gens essaient souvent de mettre de l'ordre dans leur vie comme ils rangent une pièce, en poussant la saleté sous le tapis et en oubliant que les tapis peuvent aussi brûler. » L'inspecteur fronça les sourcils, comme si la métaphore le troublait plus que l'acte lui-même.
Nous avons également confirmé que le passeport de M. Roche est un faux. Qui qu'il soit, il n'est pas de Melchester ni des environs. J'ai envoyé un message à Londres. Les doigts de mademoiselle Marple se posèrent légèrement sur le bord brûlé de la lettre. J'imagine qu'il sera déjà parti avant que votre message n'arrive. Il m'a donné l'impression d'être un homme déjà habitué à partir. Graves soupira. Vous avez le don de faire passer ces choses pour inévitables. C'est la nature humaine, dit-elle simplement. Elle surprend rarement, mais elle déçoit souvent. Après son départ, mademoiselle Marple retourna dans son jardin. Le lierre bougea légèrement lorsqu'elle l'écarta, et là, pris entre les racines, se trouvait un petit morceau de tissu, non pas de la mousseline, mais du lin, déchiré proprement sur un bord. Il sentait légèrement la fumée et la lavande. Elle le retourna entre ses doigts, pensive, avant de le glisser dans sa poche. À midi, la nouvelle de l'incendie s'était répandue dans le village comme un parfum léger, insistant et impossible à ignorer. Madame Price Ridley déclara qu'il s'agissait d'un châtiment divin, tandis que Madame Hartnell murmura que la mère de Madame Ellis avait été étrangement touchée, disait-on. La respectabilité, réfléchit mademoiselle Marple en remontant le chemin, n'était jamais aussi rigoureusement appliquée que lorsqu'elle était déjà compromise. Elle s'arrêta à la porte du presbytère pour poser sa main sur la ferronnerie. La cloche du clocher de l'église sonna le quart d'heure, chaque coup se dissolvant dans l'air doux. Au-delà de la haie, elle vit une silhouette traverser la pelouse du presbytère, la tête baissée, portant un paquet sous le bras. Ce n'était ni l'inspecteur, ni le docteur Haydock, mais quelqu'un de plus petit, à la démarche plus légère. Mademoiselle Marple attendit que la silhouette disparaisse de sa vue avant de se diriger vers la maison. Le tissu dans sa poche était chaud contre sa paume, mais elle ne savait pas si cela venait du soleil ou de ses propres soupçons. À l'intérieur, l'horloge n'avait avancé que d'1 minute. Pourtant, pendant ce laps de temps, elle savait que l'histoire avait encore changé, aussi silencieusement et inexorablement que le lierre grimpant sur la brique. L'horloge continuait de tic-tac, doucement et régulièrement, tandis que mademoiselle Marple se tenait près de son bureau, écoutant le faible écho des pas qui s'éloignaient derrière la haie. Le silence qui suivit était presque tendre, mais il avait le poids indéniable du secret. Elle sortit le morceau de lin déchiré et le posa à côté du mot parfumé, à la lavande. Tous deux portaient le même parfum léger, une fragrance innocente et bon marché qui s'accrochait à la culpabilité avec autant de ténacité qu'au col en dentelle. Ses pensées se déplaçaient sans hâte, comme le l'entour d'une clé dans une vieille serrure. La peur et la vanité, réfléchit-elle, étaient souvent indiscernables à leur début. Les gens ne mentaient pas toujours pour échapper à une punition, mais pour préserver une image qu'ils pouvaient encore supporter de voir dans le miroir. Un coup à la porte interrompit sa réflexion. Cherry entra, le visage rose à cause du froid et de l'importance de sa mission. « Une lettre pour vous, madame, du presbytère. Le garçon l'a apportée lui-même. » Miss Marple la remercia et l'ouvrit avec précaution. La note était brève. « Madame Ellis demande votre présence. Elle insiste pour que ce soit immédiatement. » Sans un mot, elle prit son châle et partit. La ruelle était glissante à cause de la pluie matinale et scintillait sous un soleil hésitant. Lorsqu'elle arriva au vieux presbytère, le portail était à moitié décroché de ses gonds, comme s'il était lui aussi fatigué des allées et venues. La voiture du docteur Haydock était garée près du chemin du jardin. La porte était ouverte et une légère odeur de désinfectant s'échappait pour se mêler au parfum des roses humides. À l'intérieur, l'atmosphère était à la fois frénétique et feutrée, cette dualité particulière propre à la détresse anglaise. Madame Ellis était assise près de la cheminée, une couverture sur les épaules malgré le feu qui brûlait avec vigueur. Ses cheveux étaient défaits, son visage était tiré
et d'une pâleur presque spectrale. Le docteur Haydock se tenait à proximité, grave et fatigué, tandis que l'inspecteur Graves était appuyé contre la cheminée, son carnet fermé pour une fois. « Dieu merci, vous êtes là », dit Madame Ellis d'une voix tremblante, mais déterminée. « Ils ne me croient pas. Je leur ai dit que je n'avais pas allumé ce feu et que je n'avais pas touché à ces lettres. Mais ils ont trouvé les cendres dans l'arrière-cuisine et ils pensent que j'ai voulu détruire des preuves. » Mademoiselle Marple la regarda avec une sympathie tranquille. « Les preuves, ma chère, sont très insaisissables. On les détruit rarement, on les égare simplement pour des raisons de commodité. » L'expression de Graves se durcit. « Nous avons trouvé des fragments d'écriture manuscrite, dont un adressé à Madame Harbottle. Cela ferait d'elle la femme du colonel, mais les archives indiquent qu'elle est décédée à l'étranger il y a 20 ans. Peut-être, dit doucement Mademoiselle Marple, ça, est-elle morte ici à la place ?» L'inspecteur fronça les sourcils, mais ne dit rien. Le docteur Haydock se dirigea vers la fenêtre, la lumière soulignant le gris de ses cheveux. « Elle est dans un état pitoyable, Jane, » dit-il d'un ton las. « Elle ne dort pas, elle ne mange pas. Elle n'arrête pas de dire qu'elle entend quelqu'un à la porte la nuit. »« Je ne l'ai pas entendu, » corrigea Madame Ellis d'un ton sec. « Je l'ai vu, hier soir, un homme grand, vêtu d'un manteau sombre. J'ai cru que c'était mon mari qui revenait. Mais quand je l'ai appelé, il a disparu. » La voix de l'inspecteur s'adoucit légèrement. « Êtes-vous certaine que ce n'était pas un effet de lumière ? Il y a eu suffisamment d'agitation pour déstabiliser n'importe qui. » Ses yeux s'embrasèrent d'indignation. « Je sais ce que j'ai vu, et si vous ne me croyez pas, demandez à Mademoiselle Marple. Elle voit plus que quiconque. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « J'ai effectivement vu du mouvement près de l'allée hier soir. Je ne saurais dire de qui il s'agissait, mais c'était quelqu'un qui se déplaçait comme s'il était habitué à ne pas être vu. » L'inspecteur soupira. « Nous posterons un homme près de la propriété cette nuit. » Une fois lui et le docteur Haydock partis, Madame Ellis se tourna vers Mademoiselle Marple et baissa la voix, jusqu'à murmurer. « Il est revenu pour ça, vous comprenez ? Quoi que contienne ce coffre, il le veut toujours. Mon mari disait que le colonel avait laissé quelque chose de dangereux derrière lui, quelque chose qui pourrait encore aujourd'hui ruiner des hommes. »« Et votre mari ?» demanda doucement Miss Marple. « Le savait-il avant ou après la découverte ?» Madame Ellis hésita. « Après, je pense. Ou peut-être avant. Il était différent ces derniers mois. Agité. Il fermait toujours les tiroirs à clé, gardait les reçus. Je pensais que c'était des problèmes d'argent. » Mademoiselle Marple se leva, son regard parcourant la pièce. Sur la cheminée se trouvait une petite figurine en porcelaine, représentant une fillette tenant un bouquet, du genre de celles que l'on trouve dans les kermesses paroissiales, peinte à la va-vite, mais pleine de sentimentalisme. Elle remarqua une légère trace de suie sur sa base, comme si elle venait d'être déplacée de l'étagère de l'arrière-cuisine. Un détail insignifiant pour la plupart, mais pour elle, éloquent. « Je crois, ma chère, dit-elle, que ce que votre mari craignait, ce n'était pas le coffre, mais son ouverture. Et la peur, une fois perdue, revient rarement de son plein gré dans sa boîte. » Madame Ellis leva les yeux, perplexe, mais l'attention de Mademoiselle Marple s'était déjà déplacée. Dehors, derrière la fenêtre, à travers le rideau à demi tiré, une silhouette s'attardait près du mur du jardin. Le chapeau lui était inconnu, mais la posture alerte, à l'écoute, la frappa instantanément. Elle se dirigea vers la porte avec une rapidité inhabituelle. Lorsqu'elle sortit dans le jardin, le chemin était vide, à l'exception d'une légère empreinte dans la terre meuble et d'un parfum de lavande qui flottait faiblement dans l'air. Quand elle revint à l'intérieur, elle trouva Madame Ellis debout, tremblante, une main pressée contre sa bouche. « C'est lui, » murmura-t-elle. « L'homme de la nuit dernière. » Mademoiselle Marple ne dit rien.
Elle se dirigea vers la cheminée et, avec le bout du tisonnier, remua les cendres laissées par le feu du matin. Sous les flocons gris, quelque chose brillait. Un morceau de verre, incurvé, légèrement teinté de bleu. Un bouchon de bouteille, du parfum. Elle le souleva délicatement et le tint à la lumière. Le parfum qui s'en dégageait était le même que celui de la note, le même que celui du tissu qu'elle portait dans sa poche. Un parfum assez bon marché pour être acheté à la pharmacie du village, mais assez puissant pour tisser les fils de la tromperie. Madame Ellis le regarda en silence. « Il semble, dit doucement mademoiselle Marple, que l'idée que quelqu'un se fait de la propreté s'étende également à la conscience. » L'horloge accrochée au mur sonna l'heure lentement, d'un son grave et étrangement définitif. Pourtant, l'expression de mademoiselle Marple, pensive et sereine, laissait entrevoir une lueur d'anticipation, comme si elle savait que l'heure qui venait de commencer se terminerait très différemment des autres. Le parfum flottait entre elles, fin, insinuant, impossible à ignorer. Mademoiselle Marple tenait délicatement le bouchon, le verre bleu captant la lumière du feu dans un petit scintillement trompeur. Le regard de Madame Ellis le suivait, avec quelque chose qui s'apparentait à de la crainte, son sang-froid se brisant, alors que le silence envahissait la pièce. « C'est à moi, » murmura-t-elle enfin. Ou plutôt, c'était à moi. J'avais un flacon comme celui-ci il y a des années, avant que nous venions ici. Mais il s'est cassé il y a longtemps. La mémoire, dit doucement mademoiselle Marple, ça a la curieuse habitude de conserver ce que la conscience préférerait oublier. Avant que madame Alice n'ait le temps de répondre, on frappa à la porte avec insistance. L'inspecteur Graves entra, le visage grave, son chapeau encore à la main. Derrière lui se tenait le docteur Haydock, le visage tendu par la fatigue et les mauvaises nouvelles. « Je suis désolé de vous déranger à nouveau, » commença l'inspecteur, « mais je dois vous demander à tous les deux de venir dans le bureau. Il y a eu une autre découverte. L'homme avec qui nous étions postés hier soir a entendu quelqu'un dans le jardin vers minuit. Il s'est lancé à sa poursuite. Il a trouvé ceci accroché à la haie. Il brandit un gant en cuir, brun pâle, élégant, trop raffiné pour être utilisé dans les champs. Mademoiselle Marple le reconnut immédiatement comme étant le genre de gant que l'on voyait plutôt porté par les gentlemen qui fréquentaient les clubs londoniens que par ceux qui se rendaient aux fêtes paroissiales. Le docteur Haydock s'éclaircit la gorge. Madame Ellis s'est évanouie à nouveau tôt ce matin. Je pense que cela doit bientôt prendre fin, Graves. Elle ne peut plus supporter cela très longtemps. L'inspecteur acquiesça d'un air sombre. Ce sera le cas, docteur. J'ai l'intention de régler cette affaire aujourd'hui. Son regard se porta sur mademoiselle Marple. Vous avez dit quelque chose hier à propos de la peur et de ce qu'elle cache. Je me demandais si vous accepteriez d'observer notre entretien. En silence, bien sûr. En silence, répéta mademoiselle Marple. Je trouve que c'est dans ces moments-là que les gens en disent le plus. Ils se rendirent dans le bureau. Les rideaux étaient tirés pour protéger de la lumière grise, et une légère odeur de papier humide flottait encore là où les lettres avaient brûlé. Madame Ellis était assise près du bureau, tordant son mouchoir entre ses doigts, jusqu'à le déchirer presque. Graves posa le gant devant elle. « Reconnaissez-vous ceci ?» Elle secoua la tête trop rapidement. « Non, je ne l'ai jamais vu. Il a été trouvé sous votre fenêtre. » Son silence se prolongeait. Mademoiselle Marple, assise près de la cheminée, vit le tremblement commencer au coin de sa bouche et descendre jusqu'à sa gorge. Non pas le tremblement de la culpabilité, mais celui d'une personne dont les nerfs avaient atteint leurs limites. L'inspecteur se tourna vers le docteur Haydock. « Vous avez dit que les restes du colonel présentaient des signes de traumatisme contondant ?»« Oui. Fracture du crâne net, délibérée. Celui qui l'a frappé l'a fait avec intention. Alors nous devons supposer qu'il s'agit d'un meurtre, » dit Graves.
Et celui qui a caché le corps dans ce coffre voulait qu'on l'oublie. Mais maintenant, quelqu'un d'autre veut qu'on s'en souvienne. Madame Ellis prit soudain la parole, d'une voix tranchante comme du verre. « Alors trouvez-le, l'homme qui rôdait dans les parages, celui qui sentait la lavande. C'est lui que vous cherchez. » L'inspecteur se raidit. « La lavande ? Oui, oui, je vous l'ai dit. Il était près de la maison, toujours près. Je l'ai senti avant de voir son parfum bon marché, comme celui d'un flacon de pharmacie. C'est lui qui a envoyé cette note, je le sais. » Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent sur la cheminée, où le bouchon du flacon de parfum brillait encore faiblement parmi les cendres. « Il semble, inspecteur, dit-elle doucement, que notre fantôme aime beaucoup se faire remarquer. J'ai remarqué que les gens qui se cachent dans l'ombre oublient souvent à quel point ils se trahissent facilement par ce qu'ils transportent, ou, dans ce cas, par ce qu'ils portent. » Grave la regarda d'un air sévère. « Avez-vous une idée en tête ? » ?»« Seulement un soupçon, répondit-elle. « Et les soupçons se vérifient mieux à la lumière du jour. » Il suivit son regard vers la fenêtre. « Vous voulez parler du gant ? » ?»« Pas seulement, » dit Miss Marple. « L'homme qui le portait a laissé plus que sa marque sur la haie. Il a laissé la trace de ses mouvements. Si nous regardons d'où il venait et non où il allait, nous trouverons peut-être l'histoire qu'il fuyait. » Ils sortirent dans le jardin. L'air était vif, le ciel était couvert. Mademoiselle Marple les conduisit jusqu'à la haie, où le gant avait été accroché. Le sol en dessous était irrégulièrement piétiné, mais pas par des bottes. Des empreintes plus petites, plus légères, appartenant peut-être à des chaussures de femme, se superposaient aux empreintes plus lourdes. Elle s'agenouilla, touchant légèrement le sol du bout des doigts. « La pluie a fait de son mieux pour les effacer, » murmura-t-elle. « Mais on peut encore voir les contours. Celui qui se tenait ici observait la maison non par peur, mais par familiarité. Voyez comme il s'est approché du mur. » Grave s'accroupit à côté d'elle. « Ça pourrait être Ellis lui-même, avant de partir. »« C'est possible, » dit-elle, même si je n'ai jamais vu un homme, sur le point de s'enfuir, prendre autant soin de ne pas laisser de boue sur ses poignets. Ils suivirent la trace effacée vers la porte éloignée, où un morceau de lierre avait été écarté. Là, coincé dans les racines, se trouvait un fragment de papier épais dans le coin d'une enveloppe, sa surface déformée par l'humidité, mais encore suffisamment lisible pour lire « À Euroche, au bon soin de la Melchester Bank ». Graves expira. « C'est donc lui notre rôdeur. »« Roche, si c'est bien son nom. Ou peut-être, dit Miss Marple doucement, quelqu'un qui souhaite que nous le pensions. » Il fronça les sourcils. « Vous pensez qu'il est victime d'un coup monté ? » ?»« Je pense, répondit-elle, que dans ce village, l'innocence sert souvent de camouflage et la culpabilité de parfum de respectabilité. » Ils retournèrent à la maison au moment où une voiture s'arrêtait devant le portail. Un agent en uniforme en sortit et salua vivement. « Un message de Londres, monsieur. À propos de ce Roche. Aucune personne de ce nom n'est enregistrée, mais il y a un mandat d'arrêt contre un homme utilisant ce pseudonyme. Fraude, chantage et désertion. » Grave se redressa. « Cela règle la question, alors. »« Pas tout à fait, » dit Miss Marple. « S'il était coupable de ces faits, il ne serait guère revenu volontairement à St. Mary Mead. Je pense que M. Roche n'est pas venu pour dissimuler un crime, mais pour empêcher qu'un autre soit étouffé. » L'inspecteur scruta son visage, mi-douteux, mi-convaincu. « Alors, que pensez-vous qu'il recherche ?» Le regard de mademoiselle Marple se posa sur l'escalier, où le parfum léger de lavande semblait à nouveau flotter dans l'air. « Oh, inspecteur, » dit-elle doucement, « c'est ce que j'ai l'intention de découvrir ce soir. » Le son de l'horloge sonna une fois, résonnant dans la maison silencieuse comme un avertissement déguisé en routine. Le carillon de l'horloge s'évanouit dans l'air immobile, son écho se dissolvant comme un souffle sur une vitre.
Les yeux de Miss Marple s'attardèrent sur l'escalier, où le léger parfum de lavande flottait comme le murmure d'une chose encore non dite. L'inspecteur Graves rassemblait déjà ses papiers, se préparant à partir, mais elle resta immobile, comme si elle écoutait une conversation trop basse pour que quiconque puisse l'entendre. Dehors, le crépuscule avait adouci le jardin en une série de contours flous, la haie, le portail, le mur couvert de lierre, où les secrets avaient récemment repris vie. Mademoiselle Marple se tourna vers la fenêtre. « Vous m'excuserez, inspecteur, mais j'aimerais rester encore un peu, » dit-elle calmement. « Les vieilles dames, vous savez, n'aiment pas être pressées lorsque la vérité est sur le point de se révéler. » Grave hésita. « Si vous attendez quelqu'un, je laisserai un homme dans les environs. »« Non, » dit-elle d'un ton presque doux. « Si la vérité vient, elle doit me trouver seule. » Il fit une petite révérence, plus par habitude que par compréhension. Quelques minutes plus tard, la porte se referma derrière lui, et l'écho de ses bottes s'estompa dans l'allée. Mademoiselle Marple approcha une chaise du feu et attendit, son tricot soigneusement plié sur ses genoux, les mains jointes. La maison s'installa autour d'elle, un bruit de planches qui bougent, de vent qui caresse la cheminée, d'eau qui coule tranquillement dans les tuyaux. Quand on frappa à la porte, ce fut doucement, prudemment, exactement comme elle s'y attendait. « Entrez, » dit-elle. Edmond Roche franchit le seuil, le visage pâle sous la faible lumière de la lampe. Le charme qu'il avait auparavant avait disparu. Son expression était désormais celle d'un homme qui avait vu revenir quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. « Je ne m'attendais pas à ce que vous restiez, » dit-il doucement. « Je laisse rarement un travail inachevé, » répondit Miss Marple. « Même si je constate que d'autres le font, avec des résultats désastreux. » Il sourit faiblement, d'un sourire fatigué et moqueur. « Vous êtes plus intelligente que ne le pense l'inspecteur. »« Oh, je suis sûr qu'il ne me pense rien du tout. Les hommes le font rarement avant qu'il ne soit trop tard. » Il s'approcha timidement du feu pour se réchauffer les mains, même si elles ne semblaient pas froides. « Vous avez bien sûr deviné que je ne suis pas Roche. Mon vrai nom ne vous dirait pas grand-chose, et encore moins aux habitants de ce village. Mais j'ai connu le colonel Harbottle. Nous avons servi ensemble avant la guerre. Il était le commandant de mon père. Et il nous a ruinés. » Mademoiselle Marple inclina légèrement la tête. « Ruinés ? Cela semble être un héritage plutôt lourd. Il jouait, buvait, falsifiait des signatures, et quand tout s'est effondré, il a laissé les autres porter le chapeau. Mon père s'est suicidé. Le colonel a disparu. Je suis venu ici en pensant que le coffre contenait peut-être des preuves, des aveux ou des documents qu'il avait cachés. Mais au lieu de cela, sa voix s'est brisée. Au lieu de cela, il n'y avait que des os. Le temps, dit mademoiselle Marple, a la fâcheuse habitude de transformer les péchés et les pécheurs. Mais dites-moi, monsieur Roche, ou quel que soit le nom que vous préférez, pourquoi apporter de la lavande sur les lieux de votre chagrin? Il cligna des yeux. De la lavande? Elle fit un geste vers la manche de son manteau. Elle persiste, la même odeur qui s'accroche à la note, au tissu et maintenant aux gants. Un fil, si vous voulez, cousu à travers chaque tromperie. Vous devez me pardonner, mais je déteste quand les gens parfument leurs mensonges. Il eut l'air surpris, puis rit doucement, amèrement. Ce n'était pas le mien. Elle l'utilisait avec Madame Ellis. Je n'ai fait que ramasser son châle quand elle l'a laissé tomber. Le parfum a dû rester. Les yeux de mademoiselle Marple ne vacillèrent pas. Quelle attention! Il se tourna vers la fenêtre, regardant le crépuscule s'assombrir. Elle est terrifiée. Mademoiselle Marple, vous devez le voir. Son mari savait quelque chose sur le colonel. Il a trouvé une lettre, peut-être plus. C'est pourquoi il me l'a envoyée. Mais quand je suis arrivé, il était déjà parti, disparu, et elle jure qu'elle ne sait rien. Peut-être jure-t-elle trop,
murmura mademoiselle Marple. Mais la peur fait faire des choses étranges. Elle aiguise certains esprits, en aveugle complètement d'autres. Il se déplaçait nerveusement dans la pièce, touchant le bord de la cheminée, le dossier de la chaise. « Vous pensez que je l'ai tué? Le colonel? Ou Élise? C'est ce que vous insinuez? » « Je pense, dit-elle doucement, que la culpabilité a de nombreux refuges et se cantonne rarement à une seule adresse. » Un silence s'installa, seulement rompu par le doux crépitement du feu. Puis, de l'extérieur, vint le léger crissement du gravier, léger, délibéré. Miss Marple se leva aussitôt. Roche se raidit, sa main se portant instinctivement à sa poche. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-elle doucement. « Celui qui se cache porte rarement une arme, seulement des inquiétudes. » Elle traversa la pièce et ouvrit la porte. Une silhouette se tenait juste derrière le seuil. Madame Élise, sa robe de chambre bien serrée, les yeux trop brillants. La vue de Roche la frappa comme un coup. « Vous n'auriez pas dû revenir, » dit-elle d'une voix rauque. « Ils vont penser que vous vouliez me faire du mal. »« Ils le pensent déjà, » répondit-il. « Et peut-être ont-ils raison. » Mademoiselle Marple s'interposa entre eux d'un ton vif, comme si elle arrangeait des fleurs. « Inutile d'élever la voix, mes chers amis. La vérité est fragile à cette heure-ci. Elle s'effraie facilement. Madame Élise, vous l'attendiez, n'est-ce pas? » Madame Élise ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Sa main se glissa dans la poche de sa robe de chambre, où elle saisit un petit objet dur. Quand elle la retira, l'objet brilla. Une clé, ornée, à l'ancienne. « Celle-ci, dit-elle, appartenait à mon mari. Il la gardait cachée dans son étui à montre. Je l'ai trouvée après son départ. » Elle ouvre la porte de la cave, celle où se trouvait le coffre. Roche la fixa, le visage livide. Puis il comprit. Il devait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Miss Marple prit la clé et la fit tourner doucement entre ses doigts. Et pourtant, il a préféré partir plutôt que de l'utiliser. La lâcheté et la conscience se ressemblent beaucoup quand on les regarde de dos. Madame Élise s'effondra sur la chaise la plus proche, les larmes coulant silencieusement. « Je n'ai jamais voulu tout ça, » murmura-t-elle. « Le colonel était venu voir mon mari avant de disparaître. Il lui a posé des questions sur l'argent et sur moi. Il a dit des choses qui auraient pu nous détruire. Cette nuit-là, mon mari est allé à la cave. J'ai entendu des voix, puis un cri et le silence. Le lendemain matin, le colonel avait disparu. La voix de Roche se réduisit à un murmure rauque. « Vous dites qu'Élise l'a tué ?» Elle secoua violemment la tête. « Non, ce n'était pas comme ça. Il y avait un autre homme, quelqu'un que le colonel avait amené. Je l'ai vu partir par le portail du jardin, portant quelque chose. Mais quand j'ai regardé à nouveau, le portail était fermé et il n'y avait aucune trace. Mon mari n'en a jamais parlé. Il a seulement dit que le passé était enterré et devait le rester. » Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent. « Ah, le passé n'apprécie jamais d'être enterré sans bénédiction. » Une rafale de vent fit vibrer les fenêtres, éteignant l'une des bougies sur la cheminée. Pendant un instant, la pièce fut plongée dans une pénombre vacillante. Roche se signa inconsciemment, comme si l'obscurité portait en elle des souvenirs. Lorsque la flamme fut rallumée, mademoiselle Marple posa doucement la clé sur la table. « Il reste encore des réponses à trouver, » dit-elle, « mais pas auprès des fantômes. Demain, nous interrogerons les vivants. En attendant, Madame Élise, vous devez vous reposer. Monsieur Roche, je compte sur vous pour rester à un endroit où je pourrai vous trouver. » Il acquiesça silencieusement, la fatigue dans ses yeux désormais teintée d'une sorte de crainte. Alors qu'il quittait par la pièce, le feu crépita, libérant une dernière et brève lueur bleue dans l'âtre, de la même teinte que le bouchon en verre posé à côté. Mademoiselle Marple s'arrêta, le regard fixé sur la lueur vacillante, avant de se diriger vers l'escalier.
Quelque part au-delà de la maison, l'horloge de l'église sonna le quart d'heure, rappelant de manière régulière et précise que le temps, même à St. Mary Mead, refusait de s'arrêter pour les secrets. Le dernier carillon s'évanouit dans l'obscurité extérieure. Son écho mesuré, englouti par le doux bruissement de la nuit à travers le lierre. Mademoiselle Marple s'arrêta dans l'escalier, la main posée légèrement sur la rampe. Derrière elle, les dernières lueurs du feu s'éteignirent, laissant derrière elle un mélange de fumée et de lavande, comme un souvenir mêlé à la culpabilité. Les sanglots étouffés de Madame Ellis flottaient faiblement depuis le salon en contrebas, étouffés par la porte que Mademoiselle Marple avait doucement refermée. À l'étage, le couloir s'étirait devant elle, étroit, éclairé par une lampe, bordé de portraits dont les yeux vernis semblaient observer chaque pensée transgressive. Elle avança avec le calme tranquille de quelqu'un qui a appris que la précipitation améliore rarement la vérité. Au bout du palier, une porte était légèrement entr'ouverte. Elle frappa une fois, puis entra. Edmund Roche était assis sur le bord du lit, les mains jointes, les épaules tendues, comme des cordes. La valise à côté de lui était ouverte, mais vide. « Vous comptez repartir, monsieur Roche ?» demanda-t-elle doucement. Il eut un rire creux. « Compter implique un choix. Il semble que j'ai perdu cette faculté. » Miss Marple jeta un coup d'œil à la valise. Une valise vide est plutôt symbolique, ne trouvez-vous pas? Elle donne l'impression d'être prête alors qu'elle ne contient rien qui vaille la peine d'être emporté. Il leva brusquement les yeux, comme s'il s'apprêtait à discuter, puis soupira. « Vous avez le don de faire passer l'évidence pour un jugement. Je vous assure, dit-elle, que c'est rarement méchant. » Il fit un geste vers la fenêtre. « Je ne peux pas rester. Grave me soupçonne. Il le fera d'ici demain matin, si ce n'est déjà fait. L'histoire de cette femme semble folle, et je n'ai aucune preuve pour me disculper. Quoi que le colonel ait laissé, quel que soit le secret que ces gens gardent, cela a empoisonné tous ceux qui y ont touché. Le poison, dit Miss Marple, est un mot curieux. Il n'entre pas toujours par la bouche. » L'expression de Roche s'adoucit, incertaine. « Vous pensez que je suis un imbécile. Je pense que vous êtes un homme habitué à être intelligent dans la mauvaise direction. » Avant qu'il n'ait pu répondre, une planche craqua à l'extérieur. Tous deux se retournèrent. Le bruit se répéta lentement, de manière mesurée et délibérée. Le visage de Roche pâlit. « Qui est là ?» Miss Marple leva la main en silence et se dirigea vers la porte. L'ouvrant rapidement, elle constata que le couloir était vide. Mais une faible lumière flottait en bas des escaliers, la lueur indubitable d'une bougie se déplaçant dans le hall inférieur. « Restez ici, » dit-elle. Roche hésita, puis la suivit malgré lui. Ensemble, ils descendirent, les planches gémissant sous leur poids. La maison semblait vivante, dans un silence à couper le souffle. De la cuisine venait le faible grattement du métal sur la pierre. Miss Marple entra dans l'embrasure de la porte. Madame Ellis était agenouillée près de l'âtre, sa robe de chambre traînant dans les cendres, une bougie tremblante à la main. Quelque chose brillait devant elle. La petite bouteille bleue, désormais intacte, son bouchon remis en place. « Je n'arrivais pas à dormir, » murmura-t-elle. « Elle est tombée de la cheminée. J'ai pensé qu'elle risquait de se casser à nouveau. Je voulais la nettoyer, la ranger à sa place. »« Dans le feu ?» demanda mademoiselle Marple. Madame Ellis tressaillit. « Je ne sais plus. » Roche fit un pas en avant. « Pourquoi la garder ? Vous avez dit que vous détestiez son odeur. » Son regard passait rapidement de l'un à l'autre, écarquillé et effrayé. « Parce que c'est tout ce qui me restait d'avant la maison, avant lui. Le parfum de ma mère. Le colonel le lui avait offert une fois. Elle m'avait dit que c'était un geste gentil, rien de plus. Mais quand j'ai trouvé un autre flacon dans sa malle,
Elle s'interrompit, la voix faible. « Vous comprenez maintenant? Je pensais qu'il se souvenait d'elle, je pensais qu'il tenait à elle, mais ensuite j'ai compris ce que cela signifiait. La voix de mademoiselle Marple était à peine plus forte qu'un murmure. Que tu étais sa fille. » Madame Ellis acquiesça d'un signe de tête, l'air misérable. Mon mari savait. Il avait trouvé les lettres, il y a des années, avant même que nous venions ici. Il m'avait épousé malgré tout. Il disait que cela n'avait pas d'importance, mais lorsque le colonel réapparut, il dit que nous serions ruinés si quelqu'un l'apprenait. Il me demanda donc de brûler le passé. J'ai essayé. Le visage de Roche s'assombrit. Bon Dieu, le colonel est donc venu faire chanter sa propre fille. Le regard de mademoiselle Marple s'attarda sur la bouteille bleue, observant la lumière des bougies onduler à sa surface. L'intérêt personnel se dissimule souvent sous le masque de la vertu, murmura-t-elle. Mais je pense qu'il y avait plus que cela. Le colonel n'était pas seulement venu pour l'argent, mais aussi pour le silence. Il craignait que votre mari ait découvert quelque chose. Madame Ellis leva les yeux, tremblante. Alors qui l'a tué? Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. Peut-être la peur. Elle fait plus de victimes que n'importe quelle arme. Un coup sec à la porte rompit le silence. La voix de l'inspecteur résonna dans le hall. « Madame Ellis, Monsieur Roche, mademoiselle Marple. » Roche jeta un regard paniqué vers la porte, mais mademoiselle Marple posa une main sur son bras. Mieux vaut ne pas s'enfuir. Les innocents et les coupables font le même bruit lorsqu'ils s'enfuient. Graves entra, l'air sombre. « Je vous demande pardon, mais j'ai des nouvelles. Ils ont retrouvé Ellis à la gare de Melchester. Ou plutôt, ce qu'il en reste. Il était mort depuis 2 jours, frappé par derrière. » Madame Ellis poussa un cri étouffé. La bougie lui échappa des mains, roula sur le sol et répandit de la cire. Mademoiselle Marple la rattrapa habilement avant qu'elle ne brûle l'ourlet de sa jupe. « Depuis 2 jours, répéta-t-elle doucement. Alors il n'a finalement jamais envoyé ses télégrammes. Graves la regarda d'un air sévère. « Vous étiez au courant ?»« On essaie de se tenir au courant de la correspondance du village, » répondit-elle doucement. « Dites-moi, inspecteur, avez-vous trouvé quelque chose dans ces papiers ?» L'inspecteur consulta son carnet. Un reçu de la banque Melchester, daté du jour précédant sa disparition. Retrait de 50 livres. Aucune trace de leur destination. Mademoiselle Marple acquiesça, plus pour elle-même que pour lui. 50 livres, le prix du silence peut-être, ou de la culpabilité. Roche expira bruyamment. « Alors ce n'était pas moi. Vous voyez, je n'avais rien à voir avec ça. »« Pas directement, » répondit mademoiselle Marple. « Mais indirectement. Eh bien, nous avons tous notre part dans ce genre de choses. Vous êtes venu découvrir la tromperie d'un homme, et vous avez découvert la vôtre. » Ces mots semblaient se déposer dans la pièce comme de la poussière. Grave la regardait avec un respect prudent. « Vous avez une théorie, n'est-ce pas? Seulement une impression, dit-elle. Les impressions sont un peu comme des empreintes de pas, plus claires quand on cesse d'essayer de les faire correspondre. » Il fronça les sourcils, incertain, mais ne dit rien de plus. Madame Ellis, toujours assise près de la cheminée, fixait les braises mourantes. Que va-t-il se passer maintenant? Mademoiselle Marple prit la bouteille posée sur le sol et la posa délicatement sur la cheminée. « Maintenant, dit-elle, le passé devra être raconté correctement, avec des noms, pas des initiales. C'est la seule gentillesse qui reste. » Grave acquiesça lentement, préparant ses notes. Roche se détourna vers la fenêtre, les épaules voûtées. Mademoiselle Marple ajusta la mèche de la bougie, la voix basse et calme. « Vous voyez, inspecteur, la respectabilité est un beau vernis, mais la vérité finit toujours par apparaître. » Le vent se leva à nouveau dehors, s'engouffrant dans la cheminée ouverte, emportant avec lui le parfum faible et persistant de la lavande.
Il serpentait dans la pièce comme un soupir qui n'appartenait à personne et à tout le monde.